le data engineering apporte probablement beaucoup de valeur, quasiment systématiquement. Il y a quelque chose d'assez certain dans le data engineering qui est assez complaisant. J'ai un peu l'impression que le data engineering, si tu fais l'analogie de la cuisine et que tu veux faire un bon plat, il y a ce qu'on appelle la mise en place. Et donc tu as les bons ustensiles, tu as les bons ingrédients, tu mets en place ta cuisine pour être sûr qu'au moment où tu commences à lancer la bouffe, tout est prêt. Quand c'est le coup de feu, les cuisiniers, ils savent faire des belles choses qui sont au menu. Et si t'as pas ça, tu cours dans tous les sens, tu cherches sur des moments, merde, c'est où mon ustensile? Ah mais zut, il me manque du sucre et des choses comme ça. Et de ce que tu me décris, j'ai un peu l'impression que le data engineer, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu de la mise en place d'ingrédients, d'outils, d'infrastructures dans la cuisine pour permettre aux autres de faire de la bonne bouffe, quoi. Et je pense que déjà avec un bon choix technologique, un choix factuel et sensé, une bonne practice, des méthodes de développement software, une entreprise peut déjà aller très très loin et faire les choses déjà en fait très proprement. Il y a ce recul qu'il faut avoir pour déjà se poser la question sur la data de manière générale. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre entreprise avec la data? Avant même de penser à une technologie ou autre, c'est bien sûr la première question qu'il faut se poser, d'essayer de trouver, de se dire est-ce qu'on a actuellement un manque à gagner à cause de notre mauvaise utilisation de la donnée? Et ça, c'est vrai que c'est des phases de recul qui sont essentielles avant même de penser à la technologie ou à quoi que ce soit, c'est de savoir est-ce qu'on utilise la donnée de manière efficace dans notre entreprise. Et c'est hyper satisfaisant de voir qu'on a impacté des gens dans leur métier à ce point-là. Et pas uniquement qu'on a fait une chouette implémentation technique, pas aussi valorisant que de voir une équipe de data scientists qui se sent serein et prête à développer et qui ne se sent plus bloqué par son propre travail, quoi, et dont la frustration est partie. Ça, c'est toujours des projets super satisfaisants. Écoute, tu vas parler de toi aujourd'hui, donc je te fais attention quand même. Oui, Tu vas parler de toi beaucoup. Et donc moi j'ai le beau rôle parce que moi je fais que te poser des questions. Et donc la première thématique aujourd'hui, c'est de parler un peu de ton parcours en fait. Et donc d'où tu viens. Enfin, on sait que c'est Liège, mais il va falloir que tu en dises un peu plus. Et qu'est-ce qui t'amène jusque chez nous en fait? Ouais, alors voilà, moi je suis Gauthier Rademacher, je viens de Liège en effet, et j'ai passé mes études en ingénierie électronique spécifiquement. Et donc ce qui m'a beaucoup plu dans ces études, c'était tout ce qui était traitement de signal, et en fait c'est un petit peu les prémices de la data science en réalité. À l'époque, ça faisait une dizaine d'années, les masters en data science n'existaient pas encore. Et donc, je n'avais pas le choix. Et c'était, je veux dire, la branche qui se rapprochait plus et qui m'intéressait le plus de jouer avec les stats sur principalement des signaux électriques, mais ça pouvait s'appliquer. On utilisait déjà des algorithmes data science actuels, sur des signaux électriques et principalement. Et ensuite, donc, j'ai rentré en R&D dans une entreprise liégeoise, où j'étais responsable de traitement de signaux. Et puis, j'étais très, très vite intéressé par des positions managériales. Pardon. Je suis devenu chef de projet en R&D, où là, c'était le développement d'un capteur complet de A à Z, IoT, ce qui m'a permis en fait de rentrer un petit peu dans le monde du cloud, le monde du développement software un peu plus brut. Et donc, en gros, tout doucement, j'amène des pièces du puzzle de ce qu'est un data engineer, qui est en fait des compétences un peu cloud, des compétences un peu IT, des compétences un peu stats, des compétences dans la donnée et aussi dans l'industrialisation, parce que ce qui est important, c'est d'avoir des produits qui tournent de A à Z en essayant de minimiser la maintenance, en assurant leur performance, en assurant leur fiabilité. Et donc, petit à petit, je suis, d'un point de vue technique, rentré et pris ces pièces de puzzle qui venaient de ces différents rôles. Et par la suite, j'ai rejoint la consultance pendant 3 ans à Londres, où là, c'était du consulting un peu plus, je vais dire, haut niveau, gestion de programme et autres, qui s'éloignait un petit peu de la technique en tant que telle, mais qui m'a vraiment ouvert les yeux d'un point de vue de ma carrière à, en fait, se mettre à la place du business, comprendre les problématiques et ne pas être enfermé dans ces problèmes techniques, mais ouvrir la porte aussi aux problématiques business, parce que c'est ce qu'on essaie de résoudre en premier.
Et donc ça m'a un peu ouvert, m'a un peu ouvert cette porte-là, cette partie de ma carrière dans la consultance pure. Et ça a vraiment permis de m'étendre et d'avoir aussi une vision un peu plus globale de ce que c'est un projet de transformation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que c'est pas juste la résolution d'un problème technique, mais que ça va au-delà, ça prend en compte les problématiques business, bien sûr, mais également les problématiques de change, vraiment liées à l'adaptation des équipes, l'adaptation des utilisateurs, l'adaptation des gens qui utilisent la solution ou qui utilisent les outils pour résoudre les problèmes. Et donc, ça m'a ouvert à toute cette étendue-là. Ensuite, j'ai rejoint Agilitic, où là, j'ai voulu retomber un peu les pieds sur terre, sortir un peu de cette couche très, très haut niveau et en fait, d'essayer de combler les deux. Donc, garder une main dans le développement et la résolution de problèmes de manière pratique, mais également garder cette vision aussi un peu haut niveau qui est essentielle pour réussir des transformations de data de manière efficace. Il y a eu un moment eureka dans tout ça? Il y a eu des moments clés où tu dis: «Waouh, ça c'est vraiment un truc, il faut absolument que je suive»? Les moments eureka, je pense que ça a été quand j'ai découvert le cloud. Ça, je me suis vraiment dit, waouh, c'est quelque chose techniquement qui est impressionnant et ça va débloquer énormément de possibilités. Ça simplifie énormément les choses. L'autre élément, je pense, c'était mon arrivée dans la consultance pure, où là, j'ai vu que j'étais très confiant en y arrivant, en ayant déjà eu une position managériale, en me disant ça va bien se passer, que en fait j'étais pas à côté de la plaque, mais que je mettais parfois mon énergie au mauvais endroit. Et ça, donc c'est beaucoup plus personnel, mais ça m'a vraiment permis je sens, de débloquer je veux dire une vision que je n'aurais jamais eue si j'étais resté dans des équipes de développement toute ma vie ou dans des équipes R&D toute ma vie. Vraiment avoir cette vue externe sur l'entièreté de la problématique et des besoins business. Pardon, énergie au mauvais endroit, c'est quoi? Ça veut dire que tu vraiment en mode vision tunnel ou? Oui, vision tunnel ou trop focalisé sur le problème technique et pas sur l'ensemble de la problématique qui peut être, comme je dis, organisationnelle, business même ou prise en main des solutions et que ce n'était qu'un problème n'était pas forcément qu'un problème technique, mais qu'il y avait au-delà des choses à régler pour que une transformation en fait se fasse de manière adéquate et que ça prend du temps et et qu'il faut vivre avec et que c'est des choses qui euh, demandent du travail aussi, un travail sur lequel je n'étais pas habitué. Par exemple, vraiment tout ce qui est change management, passer du temps avec le business pour leur expliquer que cette technologie peut vraiment les aider, etc., etc. C'est des choses qui me semblaient complètement absurdes et inutiles et en fait qui ont un impact parfois beaucoup plus grand que la simple résolution d'un problème technique. Et c'est pour ça que ça a eu beaucoup d'impact pour moi parce que ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose qui me semblait euh, basique et sans grande valeur alors qu'en fait la valeur souvent elle se trouve là. Ouais, il y a parfois effectivement un petit sentiment d'isolation. Enfin, tu te rends pas compte que tu es isolé quand tu es Ouais. à fond dans la résolution technique. Et puis, voilà, c'est intéressant d'aller au contact des gens qui vont utiliser ta solution. Exactement, exactement. Et aussi de voir comment tout est impacté et comment tout... Parce qu'il y a les utilisateurs, mais aussi parfois c'est de la collaboration entre équipes. Et je venais d'une société qui avait une taille, je veux dire, moyenne. Mais quand on est dans des sociétés de plusieurs dizaines de milliers d'employés, directement, il y a aussi un aspect de communication interne qui est essentiel pour que des projets, qui soient internes ou même externes, puissent fonctionner de manière coordonnée et qui soient alignés sur une même vision. Et c'est des genres de choses qui, euh, venant d'une société de moyenne taille, me semblaient assez simples à résoudre. Et dans une entreprise de moyenne taille, c'est assez simple à résoudre, quoique. Mais dans une société plus grande et avec énormément d'employés et de départements, c'est une toute autre aventure. Et donc, c'est des problématiques qui m'ont été nouvelles et sur lesquelles oui, j'avais un peu une visière pendant quand j'étais dans le technique pur, quoi. Donc, ça fait maintenant 3 ans que tu es avec nous. C'est ça.
Le temps file. Ça Le fait temps 3 file. ans et demi presque. 3 ans et demi. C'était en octobre 2021. Et donc, ça fait quand même quelques années que tu es avec nous et tu as creusé ton sillon dans le data engineering. Donc, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu nous expliques un peu. Tu es arrivé plutôt sur un scope, sur un périmètre généraliste. Et puis, tu as décidé tout doucement de lancer cette discipline, voilà, cette discipline importante. Quelles sont les grandes tendances qui t'ont et peut-être les moments clés qui t'ont fait prendre conscience de l'importance du data engineering et pourquoi tu crois qu'il faut investir là-dedans? Ce que je dirais, c'est que le data engineering apporte probablement beaucoup de valeur, quasiment systématiquement. Il y a quelque chose d'assez certain dans le data engineering qui est assez complaisant. On est, comparé à la data science, par exemple, qui est une science pour laquelle le résultat n'est pas forcément déterminé. Donc, quand on crée un modèle, il y a des chances qu'il n'y ait pas de résultat probant et qu'en fait, dire, voilà, on n'a pas les résultats attendus, il manquait des données, etc. Le data engineering est quelque chose de plus certain dans le sens que on sait qu'on a la donnée, on fait bien sûr pas des modèles très spécifiques et autres, mais on travaille pour directement amener de la valeur. Et donc j'ai l'impression que, alors c'est peut-être une impression, hein, mais que le trajet entre valeur et développement est quasiment sûr. Et je pense que ça peut c'est très satisfaisant parce qu'on sait déjà en y allant qu'on va délivrer de la valeur, quasiment pour sûr. Il y a quelque chose de très rassurant là-dedans, de très valorisant aussi dans le travail que l'on fait. C'est toujours un peu triste qu'à la fin du développement d'un modèle, quand on fait de la data science, qu'on se retrouve avec un modèle qui ne performe pas, on se dit on a travaillé beaucoup de temps et ça n'a pas forcément eu les résultats attendus. Ce que j'aime bien aussi dans le data engineering, c'est que en fait, je pense que c'est un métier qui est assez vieux, qui existe depuis, à mon avis, je crois, dès les premières DB, en fait, la création des premières DB, des administrateurs DB, qui faisaient en fait des traitements de données pour le business. Et ça existe depuis les années 90, 80, et ça se fait depuis toujours. Et donc, en gros, c'est un métier qui a évolué et qui continue d'évoluer aussi, mais qui est, je veux dire, un peu fondationnel et qui est fondationnel d'un point de vue de l'organisation en tant que tel dans une entreprise, mais qui est aussi fondationnel d'un point de vue de la valeur de tout développement de data par la suite. Et justement, comment est-ce que tu résumerais, tu expliquerais à quelqu'un qui n'y connaît rien ce que c'est le data engineering? Le data engineering, c'est les méthodes qui permettent de traiter la donnée, de manière générale, dans une entreprise pour en exploiter le plus d'insights possible. Et donc, c'est utiliser et mettre en place ces méthodes, ces outils qui permettent vraiment de prendre la donnée, de la maltraiter, de la transformer pour en extraire le plus d'insights possible. Comparé à la data science, la data science va ajouter une couche additionnelle à ce data engineering qui va vraiment utiliser des outils statistiques encore plus avancés pour essayer d'avoir des insights plus prédictifs, plus proactifs par moment. Ici, c'est vraiment de mettre en place les outils de base fondationnels qui vont permettre à une organisation de traiter la donnée de manière optimale, sûre, fiable. Et donc, c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je trouve que ça peut très vite apporter de la valeur. C'est jamais du travail perdu. Et c'est des projets qui, comme je le dis, c'est un métier qui est assez vieux, qui se professionnalise, je pense, de plus en plus parce que les outils évoluent et aussi la quantité de données évolue. Donc, il y a de plus en plus de travail à ce niveau-là. Et ça permet vraiment d'apporter une valeur au business assez rapidement en fournissant des outils et des méthodes vraiment fiables qui donnent de la confiance également au business. Et ça, c'est hyper important dans la donnée qu'ils reçoivent. Je pense que quand il n'y a pas de fondation de data engineering, c'est toujours très délicat pour le business de
d'avoir une confiance dans ce qu'ils sont en train de voir dans leurs données. Et s'ils n'ont pas confiance dans la donnée, ça peut être problématique. Et donc concrètement, le résultat du travail d'un data engineer, c'est des données fiables, bien qualifiées, aux bons endroits, sur les bonnes technologies, pour permettre aux data scientists de faire des beaux modèles, quoi. Faire des beaux modèles, pour permettre aux équipes BI de faire des beaux dashboards, pour permettre au business d'accéder directement à la donnée et de faire les analyses ad hoc nécessaires. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu du data engineer à l'heure actuelle. Alors, je ne dis pas que le métier ne va pas évoluer, mais c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on essaye de délivrer de la valeur le plus possible en fournissant cette donnée qualitative à ceux qui en ont besoin. Alors, il me vient une analogie, à brûle pour point, donc ça va peut-être être une grosse connerie, donc tu me corrigeras. J'ai un peu l'impression que le data engineering, si tu fais l'analogie de la cuisine et que tu veux faire un bon plat, il y a ce qu'on appelle la mise en place. Et donc, tu prépares bien tes ingrédients, tu t'assures que voilà, tu as les bons ustensiles, tu as les bons ingrédients, tu mets en place ta cuisine pour être sûr qu'au moment où tu commences à lancer la bouffe, tout est prêt. Et dans les cuisines professionnelles, c'est ce qu'ils font. Ils commencent déjà à travailler à 10h du matin, à peler les légumes et mettre ça dans des belles boîtes comme ça. Quand c'est le coup de feu, les cuisiniers, ils savent faire des belles choses qui sont au menu. Oui. Et si tu n'as pas ça, tu fais tu cours dans tous les sens, tu cherches sur des moments, merde, c'est où mon ustensile? Ah mais zut, j'ai pas, il me manque du sucre et des choses comme ça. Et de ce que tu me décris, j'ai un peu l'impression que le data engineer, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu de la mise en place d'ingrédients, d'outils, d'infrastructures dans la cuisine pour permettre aux autres de faire de la bonne bouffe, quoi. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est si fondationnel. Alors, c'est possible de travailler sans data engineer, mais comme c'est possible de travailler sans mise en place, mais d'un point de vue scalabilité, d'un point de vue efficacité opérationnelle dans les équipes data, peut devenir très rapidement un peu un désordre, un désordre global. Et donc, le data engineer a ce rôle d'assurer que les choses sont faites de manière proprement, de préparer au mieux pour les autres et d'assurer que la chaîne de valeur soit une chaîne fiable et maintenue qui n'arrêtera pas de délivrer de valeur. Oui, c'est ça, il y a le côté systématique. En fait, comme un cuisinier peut faire un grand plat une fois, un data scientist peut faire une super analyse une fois, mais si tu attends que ce soit plusieurs fois de manière systématique et que tu aies le même niveau de qualité en permanence tous les jours pour des dizaines et des dizaines de cas, tu dois avoir des fondations qui te permettent de systématiser cette qualité d'analyse. Et c'est là où les ingénieurs me donnent l'impression d'être essentiels. Oui, tout à fait. On pourrait presque comparer aussi avec le data scientist, avec parfois celui qui crée la recette, en fait. Ouais. Et donc, la recette, elle est là, elle est préparée, elle a été étudiée, elle a été analysée, elle fonctionne. Et maintenant, c'est aux data engineers qui peuvent aussi, il faut l'appliquer de manière systématique, de manière fiable. Et donc, il faut couper les légumes de telle ou telle manière, il faut préparer ça. Donc, je crois que ça peut être aussi une analogie dans cette direction-là. Et c'est quoi les grandes tendances actuelles dans justement le monde du data engineer? Il y a le cloud, on a parlé, mais il y a d'autres choses que tu observes qui sont inévitables pour un dirigeant qui nous écoute et qui dit faites quand même gaffe à ça parce que ça, c'est inévitable qu'on va dans cette direction. Je pense que... Alors, j'ai pas envie de partir dans un grand débat technologique parce que je pense que et ça, on pourra en discuter par après, mais la technologie n'est adaptée qu'à l'entreprise pour laquelle elle l'utilise. Donc, ce que je voudrais dire surtout, c'est que la donnée, elle n'est pas prête de partir. Elle n'est pas prête de baisser. Elle n'est pas prête de changer. Elle va être là. Elle va grandir. Il y aura de plus en plus de sources de données. Il y aura de plus en plus de données à traiter, plus en plus de valeurs potentiellement à en obtenir. Et donc, le data engineering a de plus en plus d'intérêt, aura plus en plus d'intérêt dans le futur parce qu'il n'y a que de plus en plus de données. Et donc, il n'y a pas de mauvais choix technologiques. Il y a des choix technologiques qui doivent être réfléchis et adaptés. Donc ça, il faut juste ne pas tomber sur les premiers jingles qu'on peut trouver sur Internet sur une nouvelle solution de data engineering, de transformation de la donnée, etc.
Il faut se poser, penser à ce que son entreprise a besoin, penser aux skills en interne et donc vraiment réfléchir à de quoi est-ce que j'ai besoin. Est-ce que mon entreprise scale à un tel point qu'il va falloir que je me tracasse du big data d'ici, peut-être pas cette année, mais d'ici 3-4 ans. Est-ce que mon entreprise ne scalera pas d'un point de vue data parce que mon business n'utilise pas beaucoup de données. Je veux dire, la construction utilise de plus en plus de données, mais ce n'est pas forcément des secteurs qui sont à haute consommation et haute production de données, si je peux dire. Mais il y a d'autres secteurs qui n'arrêtent pas notamment si vous développez un SaaS ou autre, c'est des quantités de données qui grandissent de manière quasiment exponentielle avec des nouveaux tracking, des nouvelles mesures qui arrivent chaque année. Et donc vraiment se poser la question de de quoi mon entreprise a besoin maintenant, dans le futur, quels sont les skills. Ça, c'est vraiment les conseils que je dirais vis-à-vis des tendances actuelles et vis-à-vis du bruit actuel d'un point de vue de toutes ces technologies dont on parle sans arrêt. C'est de prendre un step back, de se dire, OK, de quoi est-ce que j'ai besoin, faire sa liste de requirements et commencer à évaluer ces différentes technologies pour voir, OK, celle-là semble convenir, elle semble être sustainable et donc elle semble être pérenne dans le type de business et pour mon entreprise. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai pas envie de pousser sur une technologie. Il y a des technologies qui sont très à la mode et qui, je pense, sont très efficaces, type les data lakehouse, les technologies de big data, type Spark et autres, qui sont, je pense, très communes maintenant, très standardisées. Mais est-ce que c'est vraiment la solution nécessaire en fonction des skills internes? Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir cas par cas et ne pas hésiter à se poser. Il ne faut pas pousser pour la dernière technologie quand on n'en a pas forcément besoin ou quand on n'a pas les ressources en interne pour le faire. Et donc, si ce serait un petit conseil pour les dirigeants qui devraient se lancer dans le data engineering ou qui se posent des questions vis-à-vis du data engineering et de la data en général, c'est le genre de questions qui doivent se poser et ne pas sauter sur la dernière tendance ou sur la dernière pub Microsoft qui est sortie, ou Microsoft, je n'ai rien contre Microsoft, ou AWS ou GCP, comme ça je l'ai dit tous, mais qui vient de sortir pour le moment parce que il peut y avoir des contraintes aussi GDPR vis-à-vis du business, des contraintes vis-à-vis de la sensibilité des données. Et donc là, le cloud, il est souvent mis de côté et on part sur des solutions qui sont plus on-premise. Et c'est très bien. C'est très bien. Il faut juste être conscient de ces requirements, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qui c'est le plus adapté pour le besoin de l'entreprise et pour les skills internes. Par contre, dans ce que tu me décris, j'ai l'impression qu'il y a une logique au plus tôt tu y réfléchis, au plus tôt tu t'en soucies, au moins tu as des trucs à détricoter plus tard parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la donnée, elle est pas sur le point de disparaître. Au contraire, les sources de données vont augmenter. Et donc, si tu fais rien, tu risques d'avoir des sources hyper fragmentées, ces fameux silos qui sont vieux comme le monde. Mais en fait, s'il n'y a pas de réflexion, effectivement, avec un peu de recul et un peu stratégique, tu risques d'attendre 2 ans et tu fais ouais, c'est bon, c'est pas urgent. Mais en attendant, tes silos, ils continuent, ils se solidifient et en fait, j'ai l'impression que tu crées pas ton potentiel de création de valeur interne, il est simplement repoussé à plus loin parce qu'en fait, tu n'es pas capable de valoriser les données dans ton organisation parce que tu reportes à plus loin et donc du coup, tu utilises ChatGPT comme tout le monde, quoi. Ouais. Et je pense que c'est en effet un très bon point. Il y a ce recul qu'il faut avoir pour déjà se poser la question sur la data de manière générale. Qu'est-ce qu'on veut faire dans notre entreprise avec la data? Donc avant même de penser à une technologie ou autre, c'est bien sûr la première question qu'il faut se poser. Et comme tu le dis, c'est d'essayer de se dire, est-ce qu'on a actuellement un manque à gagner à cause de notre mauvaise utilisation de la donnée? Et ça, c'est vrai que c'est des phases de recul qui sont essentielles avant même de penser à la technologie ou à quoi que ce soit. C'est de savoir, est-ce qu'on utilise la donnée de manière efficace dans notre entreprise? Et c'est le premier diagnostic de base qui est essentiel et qui va vraiment permettre de driver aussi l'ambition de l'entreprise à moyen et potentiellement long terme. Et ensuite, juste après, ça va être là que les choix technologiques vont
peut-être peut-être commencer à se poser, parce que sans même vision long terme, sans même avoir une vision, je veux dire, à moyen long terme sur l'utilisation qu'on veut faire en interne de la donnée dans l'entreprise, dans l'organisation, c'est- il y aura pas un bon choix qui va se faire, quoi qu'il arrive. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire un choix. Il faut faire en effet un choix réfléchi et qui est aligné avec les ambitions de data de l'entreprise qui doivent se faire et qui doivent prendre le temps de se faire. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est clairement important. Dans ton quotidien, au cours des derniers mois, est-ce qu'il y a il y a des idées reçues fréquentes que tu as régulièrement dû casser Je pense que l'idée reçue de manière générale, et donc c'est dans le data engineering, mais même dans la data science de manière globale, et c'est ce qu'on essaie de casser avec notre équipe, c'est le fait que le POC est un produit. C'est quoi un Et POC? un POC, c'est une très bonne question. C'est un proof of concept. Ça doit juste confirmer une faisabilité et un intérêt business, mais ça ne peut pas être utilisé comme un produit. Et donc, bien sûr, il y a des exercices one-shot en data science qui ont l'intérêt d'être un one-shot qui se fait une fois, mais un forecast qui doit se faire de manière régulière, entre le moment où on a les premiers résultats et entre le moment où on l'a systématiquement chaque semaine, il y a tout un pas qui doit se faire. Et donc, très souvent, j'ai vu des roadmaps où on avait développement du POC, mise en production. Et ça, c'est toujours des mythes qu'on essaie de casser en disant, ben, attendez, entre le développement du POC et la mise en production, il y a en fait toute une étape où on industrialise, où on prépare, où on fait les choses correctement. Pas que ça a été mal fait dans le proof of concept, mais ici, on va se tracasser de s'assurer que ça va être facilement maintenable, qu'on va avoir un tracking, par exemple, un monitoring des performances de nos modèles. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de casser à chaque fois parce que si on ne le fait pas, la problématique, c'est qu'au bout d'un moment, les équipes de développement qui ont développé ces produits, ils passent 95% de leur temps à juste maintenir ces produits, à essayer de les faire tourner vaille que vaille au quotidien. Et ça, c'est une perte de temps, une perte d'efficacité interne qui est énorme. Et une première source de frustration aussi chez les développeurs ou chez les data scientists qui ont créé ces modèles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de casser, de mettre face à la réalité du fait que un vrai produit data, il y a le POC, qui est une étape qui est essentielle, sinon on va nulle part. Mais il y a aussi cette phase d'industrialisation qui est primordiale pour en fait, permettre aux équipes de développer d'autres choses après. Sinon, c'est un cercle vicieux de maintenance d'essayer de faire en sorte que ça tourne. Et c'est vraiment ça, c'est vrai que moi, ça reste des mythes que le POC égale produit qui sont durs à démystifier parce que le business est très excité avec un POC et il pense que c'est fini, mais qu'il faut tacler parce que c'est un mauvais investissement en fait si on évite cette étape-là. Je reviens à l'analogie de la cuisine parce qu'en fait, c'est pour ça que je fais beaucoup de lasagne et plus des cannelloni, tu vois. Les cannelloni, c'est super bon. Et bien alors, quand t'en fais 4, c'est cool. Mais quand tu invites 8 personnes pour manger des cannelloni, tu dois fourrer tes cannelloni, Oui. tu vois, un par un. Et ça commence à devenir fastidieux. Et puis tu te dis, mais en fait, ça scale pas ce truc-là. Non, en C'est vraiment effet. super chiant. Et donc, en fait, tu sais quoi? Je vais faire une lasagne parce que c'est à peu près les mêmes ingrédients. Et ça scale. Et j'arrive à 95% de l'objectif du cannelloni. Sauf que je dois pas passer 2 heures à fourrer tous ces cannelloni. Tu vois. Exactement, ouais. Exactement. Non, c'est en effet. Mais je veux dire, c'est un mythe qui reste malheureusement, on le voit encore. Et je pense que c'est toujours les meilleurs projets au final, de mon point de vue, parce que quand on arrive avec une équipe de data scientists qui est sous l'eau, qui disait on a fait plein de segmentation, on a fait plein de forecasts, on a fait plein de choses, mais on n'arrive plus à rien faire d'autre. Là, on se dit, ah là, il y a en effet un problème. Directement, on peut déjà diagnostiquer un problème de data engineering. En fait, il n'y a pas de pipeline efficace qui sont créés, il n'y a pas une méthodologie de mise en production, etc., qui est efficace. Et donc, en gros, là, on voit vraiment qu'on a un impact parce que directement, les data scientists sont frustrés de ne pas développer. Et en les aidant avec un peu de technologie, beaucoup de bonnes pratiques, ça reste quand même hyper important. On les guide vers en fait une situation où ils vont reprendre le contrôle de leur développement
se sentir à l'aise, délivrer de manière plus rapide de la valeur et en continu de la valeur pour leurs clients en interne. Et là, à chaque fois, je trouve que c'est les meilleurs projets dans les types de projets qu'on a parce qu'on sent directement qu'on a transformé une équipe euh, qui maintenant est beaucoup plus mieux armée pour ses futurs développements et pour ses futurs challenges qu'elle reçoit du business. Donc, c'est toujours très plaisant, ça. Ouais, et mal faire ça, j'ai l'impression que ça peut être assez dangereux parce qu'en fait, tu fais des POC, et c'est toi qui avais parlé l'autre jour des POC perdus, mais en gros, si tu as une mauvaise euh, approche de l'expérimentation avec la data, en fait, tu tires les mauvaises conclusions. Et donc, en fait, tu penses que tu fais la bonne chose en recherche et développement Ouais. orienté data. L'époque se passe bien ou pas bien pour telle ou telle raison. Et en fait, si tu fais pas ça d'une manière bien structurée, tu pars d'une bonne intention en faisant de l'expérimentation, mais tu tires les mauvaises conclusions parce que tu as mal configuré le pipeline, quoi. Non, non, tout à fait, tout à fait. Et le nombre de POC, je crois qu'on peut beaucoup d'équipes, de jeunes équipes data, le nombre de POC qui sont un succès, mais qui ne sont pas en production, est énorme en fait. Et donc, j'adore ce gap qu'on essaie de remplir en tant que data engineer, de dire, bah, toute cette valeur qui a déjà été créée, passons-la, enfin, professionnalisons-la et mettons-la en production de manière systématique et de manière dynamique. Comme ça, vous avez ce que vous espériez avoir est une réalité. Et ce n'est plus 3 à 4 résultats sur une belle slide qui sont partagés en entreprise pour faire croire qu'on a bien avancé sur la data, alors qu'en fait, quand on regarde la valeur ajoutée au business, ce n'est que quand c'est en production que la valeur est présente. Et donc ça, c'est toujours quelque chose que je dis à mon équipe, c'est de dire, si ce n'est pas en production, pour moi, il n'y a pas de valeur délivrée. Et donc, tant que c'est pas, alors, à l'exception des exercices one-shot, bien sûr, mais c'est pour moi hyper important que, et c'est la première question que je pose aussi, oui, on a fait plein de projets data, la première question que je pose, ça va être, OK, combien sont en production? S'il y en a un ou deux, bah, c'est bien, mais voilà. Et ça veut dire qu'il y a probablement un problème s'ils en ont fait, s'il n'y en a que 10-15% qui sont en production sur l'entièreté de leur projet data. Donc là, tu laisses entrevoir une philosophie de travail, une certaine méthodologie. Comment est-ce que tu résumerais ton approche du data engineering que tu essayes d'infuser dans l'équipe d'Agility? D'un point de vue méthodologie, je pense qu'il y a d'abord le choix technologique, comme on en a discuté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de manière systématique de se poser, de prendre le recul. C'est très important de ne pas tomber dans les pièges que certains vendeurs peuvent te vendre en disant ah, ça va être le nouveau, la révolution de la data se fait par nous, rejoins-nous. Je pense qu'il faut vraiment prendre ce step back. Donc je crois que la première étape de notre méthodologie, et de la méthodologie qu'on aime bien appliquer, c'est faire les bons choix technologiques et les faire de manière objective, avec des faits, avec des analyses factuelles, et pas sur des coups d'émotion ou sur des coups de FOMO en se disant il faut que j'y aille parce que c'est demandé. Donc vraiment revoir ça en profondeur. Et la deuxième, c'est vraiment la deuxième méthodologie. Alors c'est bien sûr, il y a la méthodologie je pense que de développement classique, hein, agile, en sprint. Donc ça, c'est toujours conseillé. C'est toujours. En fait, le data engineering s'approche assez fort quand même du software development. Et donc, les méthodologies de gestion de software et de développement software sont extrêmement conseillées dans le monde du data engineering et apportent une stabilité et un cadre pour les développements qui est hyper important. Et donc ça, je crois que c'est vraiment la deuxième grosse méthode qu'on essaie de pousser avec mon équipe. Ensuite, il est toujours intéressant aussi d'avoir une méthode un peu plus, je veux dire, donc la méthodologie software, Scrum par sprint, ça c'est, je veux dire, c'est pour le day-to-day, c'est pour l'opérationnel. Et je suis très fan aussi des méthodologies un peu plus haut niveau qui permettent tous les X temps d'avoir un peu un step back vis-à-vis de ce qu'on regarde, de ce qu'on développe, de nos ambitions vis-à-vis de la donnée, pour challenger aussi un peu le statu quo et prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait sur les 6 derniers mois, par exemple, ou sur la dernière année.
qu'est-ce qu'on ambitionne de faire, qu'est-ce qui s'est mal passé, et prendre le temps aussi d'avoir ces sessions-là. Et donc ça, c'est plus dans les méthodologies de gestion de programmes de plusieurs projets en parallèle, de type SAFe et autres. Toujours plus facile à dire qu'à faire, ce genre de méthodologie, mais elles ont une valeur ajoutée qui, je pense, est non négligeable. Euh, et donc, oui, je pense que c'est vraiment deux méthodologies. Une de gestion de choix technologiques, une de développement. Et bien sûr, il y a aussi des best practices d'un point de vue data engineering qui, sont des best practices, je veux dire, un peu généralistes, mais qui doivent être utilisées et qui peuvent apporter beaucoup de structure dans le traitement des données. L'architecture en médaillon, par exemple, qui permet de séquencer le traitement de données entre les données brutes, les données standardisées et les données prêtes à l'emploi pour le business. C'est des méthodologies qui sont vraiment utiles et qui permettent vraiment d'éviter le double travail. Et ça, c'est vraiment typique à des pipelines data de manière générale. Mais je pense que déjà avec un bon choix technologique, un choix factuel et sensé, et une bonne practice des méthodes de développement software, une entreprise peut déjà aller très très loin et faire les choses déjà en fait très proprement dans la gestion de software. S'il n'y a pas d'environnement de développement et de production, très très vite, les équipes data peuvent avoir peur en fait de développer. S'il n'y a qu'un environnement de production, l'équipe data va se dire qu'est-ce que je fais? Si je touche ça, ça va péter. Donc je n'y touche pas. Mais il faut que j'améliore, mais j'y touche pas. Mais il faut que j'améliore, mais j'y touche pas. Et donc, c'est un cercle vicieux. Alors que s'il y avait des bonnes pratiques de software development qui avaient été déjà mises en place, il aurait un environnement de développement dans lequel il se sentirait à l'aise de tester sans affecter la production et de faire évoluer les choses de manière propre. Donc, un simple exemple, mais c'est des méthodologies qui viennent petit à petit dans le monde de la data, qui se standardisent de plus en plus dans le monde du data engineering, et qui ont vraiment une belle valeur ajoutée vis-à-vis des développements data et du développement continu qui peut se faire sur la donnée, en fait. Tu as des exemples de réussites qui t'ont marqué au cours des dernières années, dont tu es très content, voire même fier? Il n'y a pas de honte à être fier de certaines belles réussites. Euh, Comme je le disais, je trouve que c'est tous les projets vraiment liés où on a vraiment upskillé des équipes de data scientists qui étaient complètement perdues. Et on sent franchement que c'est très satisfaisant parce que on sent que c'est une équipe qui est débloquée, en fait, qui passe d'un niveau de frustration assez haut à un niveau de confiance et de sérénité qui est chouette à voir. Et on se dit, et on sent aussi que le business est conscient et remarque ça, que quand une demande arrive, elle est plus mise à la suite d'un backlog qui n'est pas forcément grand, mais qui a du mal à se vider dû à des problèmes de maintenance et des problèmes de suivi des produits data existants. Et donc c'est toujours chouette à voir parce que c'est vraiment on n'est pas une grosse boîte de transformation, mais c'est une transformation à petite échelle qui se voit fort dans les équipes. Et le client, comme il a été upskillé dans une nouvelle manière de travailler, plus propre, plus fiable et plus maintenable dans le long terme, ça les rend vraiment surpuissants, et on sent vraiment qu'on leur a donné des nouvelles clés en main pour se développer encore plus. Donc c'est hyper satisfaisant de voir qu'on a impacté des gens dans leur métier à ce point-là. Et pas uniquement qu'on a fait une chouette implémentation technique. Ça, je veux dire, c'est pas que c'est nul, mais c'est pas aussi valorisant que de voir une équipe de data scientists qui se sent serein et prête à développer et qui ne se sent plus bloqué par son propre travail, quoi, et qui a perdu, dont la frustration est partie. Ça, je trouve que c'est toujours des projets super satisfaisants. Mais de ce que tu me dis, alors, c'est vraiment un point d'attention de ne pas déséquilibrer les investissements dans la partie data, de trop investir dans la data science et de sous-investir dans la partie engineer, parce que tu ne rends pas service aux data scientists. Ils vont être frustrés parce qu'ils vont travailler avec des briques et des brocs. Tandis que si tu fais un environnement de travail bien structuré, là, à ce moment-là, les data scientists remercient les data engineers, en fait. Non, c'est gagnant-gagnant, et ça aide. Ça permet aussi aux data scientists de se focaliser sur des problématiques plus complexes et pas de répondre à des demandes ad hoc qui peuvent être répondues par un data engineer ou même par un data analyst s'il a les bons outils. Mais on sent franchement que oui, il y a le data scientist qui a un rôle important,
mais le data engineer reste quand même, doit être autant investi et il faut investir quasiment autant. Je pense qu'aussi une des problématiques qu'on voit de temps en temps chez nos clients, c'est on veut faire de la data, on va engager un data scientist. Et c'est un bon premier pas, mais il faut, je pense, très rapidement voir la data dans les entreprises et les organisations comme un département à part entière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de départements, d'entreprises où on a été, où en fait on voit qu'il n'y a pas de département formel. Et donc pas de département formel veut dire aussi pas de budget formel. Et donc en gros, c'est une ou deux personnes qui sont un peu en volant dans l'entreprise et qui dépannent du mieux qu'elles peuvent, mais sans avoir un département un peu formel, même si c'est un tout petit département, il n'y a pas besoin que ce soit gros, mais qui a au moins son petit budget, qui a au moins ses petites perspectives de carrière, etc., etc. Ça permet de formaliser un peu les choses et de rendre la chose un peu visible de manière au sein de l'entreprise et de la traiter comme si c'était comme quelque chose de sérieux. Donc, si je pense qu'une entreprise veut devenir data-driven, considérer la data rapidement comme un département, je pense que c'est essentiel. Sans ça, ça va devenir une petite tâche annexe qui fait des petits POC de temps en temps, dont on va pouvoir faire un ou deux posts LinkedIn de temps en temps en disant qu'on est data-driven. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui va faire une transformation de l'entreprise vers une utilisation plus prononcée de la donnée. Et donc, je pense que avec un vrai département, il y a un vrai budget et les choses en fait se formalisent d'elles-mêmes. Et donc, c'est déjà un bon premier pas pour se lancer dans une entreprise qui veut avoir un focus sur la donnée et mettre le focus sur la donnée surtout. C'est vrai que parfois tu regardes un organigramme et tu vois direct, voilà, tout dans l'organigramme, rien qu'avoir l'organigramme, tu sais qu'il risque d'avoir parfois des petits problèmes d'efficacité et ça sert. Parfois, c'est même pas nécessaire d'aller plus loin, c'est des programmes de transformation et de changement. Maintenant, l'objection pourrait avoir un dirigeant de PME, ce serait de te dire ouais, mais attends, voilà, ça c'est bien pour les grosses boîtes, mais moi je suis une entreprise de taille moyenne. À quel moment une PME, alors c'est large hein, comme définition PME, mais on va essayer de simplifier pour l'exemple, mais à quel moment une entreprise de taille moyenne doit se dire c'est le moment d'internaliser cette compétence et à quel moment elle doit se dire ok, c'est peut-être Agility qui va me mettre le pied à l'étrier? Je pense qu'il faut toujours, en tout cas, avoir un responsable interne. Ça, c'est quelqu'un qui, en tout cas, même pour une PME, et ça peut pas être pas forcément un temps plein, hein, mais s'il y a une envie de se lancer dans la data, il faut en effet quelqu'un qui va être un peu un data manager, je veux dire, un titre comme ça, mais qui va un peu prendre le lead et à nouveau qui va avoir un petit budget. Parce que à un moment, je pense qu'il faut aussi se donner les moyens de ses ambitions et de partir, de dire qu'on va faire de la donnée et on va faire augmenter notre utilisation de la donnée, mais on ne va pas mettre les moyens derrière. Je pense que c'est un peu se voiler la face. En effet, ça va coûter un peu d'argent, ça va demander des investissements, ça va demander un peu d'efforts en interne. Concernant l'externalisation ou l'internalisation, on a vu un peu de tout chez nos clients. Il y a des clients qui ont internalisé très vite, ou qui avaient déjà une équipe qui était prête et donc on a juste upskillé, comme je l'avais dit. Il y a d'autres clients qui en fait se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément besoin d'un temps plein et donc trouver, c'est sûr, une compétence data à mi-temps, c'est pas facile. Et donc là, ça se prête parfois bien à avoir un mi-temps d'un data engineer ou d'un data scientist qui va en fait déjà être un peu moins cher d'un point de vue ressources, mais qui va être aussi disponible et qui va permettre d'avancer parce qu'une PME n'a pas forcément la rapidité ou autant besoin de data que ça. Et donc parfois, juste un mi-temps permet de faire déjà beaucoup de choses à une vitesse très raisonnable. Et donc là, ça vaut la peine parfois de se dire ça va être compliqué d'internaliser un mi-temps data. Donc, se faire aider sur les projets data avec quand même un ownership en interne de la donnée, ça reste quand même toujours essentiel. Mais se faire aider de manière, dire un mi-temps ou un quart-temps même, parfois ça peut suffire si les pipelines sont bien faits, si c'est bien construit, s'il y a un beau data engineering autour, ça peut suffire pour développer au fur et à mesure les pipelines de données et déjà en exploiter pas mal de choses, quoi.
Donc c'est un peu ça la stratégie. Toujours garder un ownership quand même de la donnée en interne, ça c'est quelque chose d'important. Quelqu'un qui va avoir un peu une visibilité sur la roadmap data, qui va pouvoir un peu la driver aussi, qui va pouvoir aussi commencer à semer les graines de la culture data dans l'entreprise, parce que s'il n'y a personne en interne, ça va être toujours délicat. C'est toujours délicat pour les externes de le faire, mais la culture data, elle doit venir de l'interne, elle doit être partagée en interne. Il peut y avoir un besoin d'aide. La personne peut t'aider, mais ça doit être une initiative qui vient de l'interne et pas poussée par des externes. Ça semble naturel. Et donc, voilà. Donc, un ownership définitif pour sûr en interne, avec le support qui, si c'est en dessous de l'FTE, je dis parfois, je trouve qu'un externe peut faire le travail et peut coûter parfois même moins cher que l'embauche d'un data scientist ou data engineer temps plein. Et je pense que nous, évidemment, on est convaincus, on est tombé dedans quand on était petit, donc c'est pas, on a cette conviction qu'il faut faire quelque chose avec les données, mais c'est sûr que il faut que cette conviction, elle soit partagée par l'équipe dirigeante de l'organisation, parce que sinon, c'est très, très poussif, quoi. Et Bien donc, sûr, on se retrouve dans des discussions interminables. Ouais, mais pourquoi je devrais en avoir quelque chose à fiche? Ouais. Et c'est sûr que il faut avoir cette conviction partagée, et de là va découler toute une série de prises de décision bénéfiques pour l'organisation. Mais s'il n'y a pas de prise de conscience en haut de la pyramide, c'est sûr que c'est très, très compliqué, parce que c'est chaque fois vu comme un poste de coût, comme quelque chose d'embêtant, voilà, comme de l'IT, mais au sens caricatural qu'on pourrait se faire de l'IT, en disant pourquoi est-ce que je m'enquiquine à faire ça? Et donc nous, on a un rôle de bien périmétrer, d'essayer de maximiser l'impact, mais ça doit se faire main dans la main avec des personnes dans l'organisation qui ont cette conviction, parce que sinon c'est double peine, et c'est super compliqué d'essayer de convaincre les gens. Non, tout à fait. Et sur ça, à nouveau, juste dire qu'on a un département data, ça met juste l'importance déjà de ce que c'est. Et même s'il est microscopique, même s'il est tout, tout petit, ça veut dire que c'est quelque chose qui va devoir, avec qui les autres départements vont devoir collaborer avec, l'IT, le marketing. Et donc, ça commence déjà à mettre, en fait, à créer les prémices d'une vision organisationnelle, mais aussi, en effet, d'une vision au niveau de la direction. Si la direction dit qu'il faut faire, par exemple, qu'il veut faire de la data, mais que voilà, il y a un moment, il n'y a pas l'envie de créer vraiment en interne une vraie section dédiée, je dis, c'est un peu dur. Ça va être des mots, ça va être des belles phrases, des beaux mots, mais ça va pas aller très loin. Alors qu'à un partir du moment où on commence à placer l'ownership dans un département, chez des personnes dédiées, et directement, là, les choses vont commencer à se... Parce qu'il y a des responsabilités, il y aura des comptes rendus à faire, et donc ça va créer la moulinette va se lancer, et ça va s'adopter de plus en plus, quoi. Donc la discipline de data engineering, elle n'est pas prête de disparaître, ça c'est certain. Nous, on cherche toujours des profils talentueux. Et comment est-ce que tu décrirais le portrait robot d'un bon data engineer, et quels sont les petits trucs en plus que toi tu recherches au-dessus peut-être de la vue un peu plutôt checklist d'un data engineer. Donc voilà, dans un premier temps, c'est OK, ça c'est quoi les bases, mais aussi le petit truc en plus qui fait qu'un data un data engineer peut se distinguer sur le marché du travail. Je pense que... Alors, on a aussi une demande particulière pour nos data engineers en interne chez Agilitic. Chez nous, donc, il faut bien sûr un background technique qui est assez fort. Ça, c'est indéniable, avec un peu de pratique dans le software development, un peu de pratique dans le cloud. Ça, c'est des compétences, je veux dire, qui sont clés et qui doivent être là. Et donc, ça se fait partie de la checklist. C'est facile à vérifier. Ce qui est très important pour nous, et notamment pour les data engineers, je pense, ce qui n'est pas demandé à tous les data engineers non plus, ça dépend un peu de la structure, mais chez Agilitic, nous, on le demande fortement, c'est la capacité à aller plus loin que le développement technique et aller dans l'analyse des données aussi. Et donc, pour nous, chez Agilitic, un bon data engineer est quelqu'un qui est en effet à l'aise techniquement, mais il y a aussi des capacités de data analyst. Et donc, de sorte que ce qu'il développe n'est pas juste c'est OK, ça tourne,
ce qu'il développe, c'est OK, ça tourne et les données à la fin matchent ce que le business m'a demandé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel qu'on évalue durant les entretiens, etc. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui fait un peu notre marque de fabrique. On n'est pas juste des développeurs data, si on peut le résumer comme ça. On est des développeurs data qui aussi poussons le bouchon un peu plus loin d'un point de vue du business, de sorte qu'on comprend les données qu'on traite et on sait s'il y a des aberrations, on sait se mettre en contact avec le business pour pouvoir, par exemple, les discuter, les challenger et confirmer qu'en effet, on est en train de faire un bon traitement de la donnée. Et un bon traitement de la donnée, ce n'est pas juste un pipeline qui fait OK à la fin, mais c'est un pipeline qui fait OK à la fin, bien sûr, mais aussi qui produit un set de données qui a du sens pour le business. Et ça, c'est essentiel chez nous, chez Agility, c'est quelque chose que dans les évaluations qu'on fait, c'est un des points qu'on évalue, c'est vraiment dans l'exercice, dans le data case, qui n'est pas que technique, c'est as-tu regardé les données? Et c'est un conseil que je peux donner aux data engineers qui, je pense, veulent se démarquer des autres. Ce n'est pas juste un travail technique, c'est aussi de regarder les données et de se poser des questions critiques vis-à-vis de la donnée qu'on regarde. Je suis dans une PME qui fait 2 millions de chiffre d'affaires. Quand je additionne les ventes, j'en ai 70 millions. Esprit critique, ça, c'est ce qu'on attend d'un data engineer, de challenger, de revoir quels sont les problèmes. Est-ce que c'est du côté du pipeline? Est-ce que c'est du côté des sources de données? Je vais en parler avec le business et avoir cette proactivité-là. Ça, c'est essentiel pour un data engineer du côté de chez Agility. Ce qui n'est pas demandé chez toutes les entreprises. Il y a des très, très grosses entreprises qui ont besoin que de développeurs purs et qui ne vont pas forcément regarder de manière très profonde la donnée. Nous, on essaie de mettre quand même un accent assez prononcé, voire presque plus prononcé parfois que sur le technique, parce que le technique, ça s'apprend, ça peut toujours s'apprendre, et il y en a tellement de technologies qu'on ne peut pas être proficient partout. Par contre, ces premiers réflexes de data analyst, je peux dire, sont essentiels pour que ça tourne, pour qu'on ait des livrables corrects et qu'on délivre vraiment de la valeur au client. Et justement, pour enchérir là-dessus, toi, ça fait plus de 3 ans que tu es avec nous. Comment est-ce que tu décrirais la culture de la boîte à- aux, aux externes, mais ça peut être des externes avec une vue candidat, mais aussi des clients. Il faut que vous sachiez que notre culture, c'est ça. Ça ressemble à quoi? Je pense que la culture d'Agility, de manière générale, je crois qu'il y a bien sûr la transparence. Donc, on reste transparent vis-à-vis de ce qu'il y a sur le marché, vis-à-vis de ce qui est des grandes tendances sur lesquelles il faut pas tomber dedans ou les laisser maturer un petit peu. On est transparent vis-à-vis des problématiques qu'on trouve dans leurs données, etc. Et donc parfois de la faisabilité aussi de certains projets. Et donc, je crois que c'est vraiment le fait de ne pas essayer de vendre de la poudre aux yeux et notre indépendance technologique, par exemple, nous permet vraiment de faire ça et, et donc d'avoir vraiment un avis objectif sur la technologie, mais également sur les données de nos clients et de vraiment d'être très honnête vis-à-vis de ce qui est faisable et de ce qui ne l'est pas, de ce qui peut apporter de la valeur, de ce qui va demander trop d'investissement pour un client aussi. Et je pense que c'est vraiment la transparence et de l'honnêteté vis-à-vis des projets data. Des projets data, on nous a demandé d'utiliser une technologie particulière ou autre par défaut. Là, j'ai toujours aimé notre honnêteté en leur disant est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin? Vous me parlez d'une technologie, mais est-ce que vous avez vraiment bien compris votre problème? Est-ce que vous ne voulez pas plutôt qu'on évalue ça ensemble et qu'on choisisse cette technologie la plus adaptée? Parce que peut-être qu'elle coûte très cher, peut-être qu'elle n'est pas du tout adaptée en fait. Et peut-être qu'en fait, ce que vous essayez d'atteindre ne demande pas du tout telle ou telle technologie. Donc, je pense que ça, je crois que ça se valorise très fort chez nos clients qui acceptent, qui sont contents de voir qu'on ne vend pas de la poudre aux yeux et qu'on garde un œil critique vis-à-vis de ce qu'ils nous demandent et qu'on n'ait pas à dire oui à toutes les requests qu'on reçoit si elles nous semblent dénuées de sens ou partir dans la mauvaise direction. Donc je crois que ça, c'est quelque chose que nos clients doivent être conscients et qu'on met en avant aussi chez nous de manière systématique. Ouais, ouais, et je pense qu'au plus tôt on est dans la discussion, au mieux on peut rendre service, au mieux on peut apporter de la valeur et éviter de la perte de temps. Donc,
on n'a pas toujours l'occasion de faire ça et parfois évidemment il y a des contraintes technologiques Bien et on sûr. n'est pas là pour réouvrir des dossiers qui sont déjà bien entérinés, mais néanmoins, c'est sûr qu'au plus tôt on peut réfléchir avec nos partenaires, Ouais. au plus on économise du temps. Merci Gauthier. Euh, donc on a parlé des éventuels candidats data engineer, mais si tu as ta machine à retourner dans le temps et que tu vas parler à Gauthier qui démarre sur le marché du travail, tu lui donnerais quoi comme conseil? Je lui dirais d'ouvrir son esprit et de pas assumer ce qui lui semble évident comme une évidence pour tout le monde. Alors c'est vraiment cette phase, quand j'ai démarré la consultance, comme je le disais, ce moment eureka, parce que c'est quelque chose qui, quand j'ai commencé, je pensais que c'était de sursimplification, un peu un symptôme de Dunning-Kruger. Donc on sort de l'université, j'étais dans le pic en disant tout est simple et tout est facile. En fait, rien n'est simple et il y a toujours de la complexité partout. Et donc, garder et avoir un esprit ouvert directement. Après, je crois que ça fait partie de l'expérience aussi, hein. Donc, c'est difficile de se dire ça à 22 ans, mais garder un esprit ouvert en tout cas sur les problématiques et ne pas assumer que c'est facile, euh, c'est euh, c'est quelque chose que je pense, ça fait partie des erreurs que j'ai faites quand j'étais peut-être au début de ma carrière et me dire que pour moi c'est simple, mais en fait que c'est pas forcément simple pour les autres, que j'ai en fait pour moi c'est simple, mais en fait c'est pas simple du tout et en fait c'est même pas simple pour moi. Et donc, vraiment essayer de garder un esprit ouvert et écouter plus que de parler. Et donc, je pense que ce serait vraiment le conseil que je me mettrais, surtout à mon début de carrière. J'essaie d'évoluer dans une bonne direction maintenant. Et je pense que l'expérience aussi, c'est tiré d'expérience. Donc, c'est l'expérience qui fait qu'on évolue dans, dans la bonne direction pour pour ce genre de cas. Mais c'est ouverture d'esprit et ne pas assumer des hypothèses à tout bout de champ. Il y a une page dans notre Notion hein, qui est le phénomène des idiots qui t'ont précédé. Donc, ça veut simplement dire que tu débarques dans un sujet. Mais enfin, c'est quoi toute cette bande d'incapables qui ont fait ce foutoir-là? Je vais vous régler ça en quelques coups de cuillère à peau. Et en Exactement. fait, bah non, en fait, c'était pas des idiots qui t'ont précédé. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient à l'époque et les décisions qu'ils ont prises Tout à finalement fait. semblaient bonnes à l'époque. Et donc, c'est pas aussi simple que de débarquer comme ça, comme un chevalier blanc qui va tout balayer d'un coup. Et ça, je pense que nous aussi, dans notre attitude, et j'espère que les autres s'en rendent compte, mais on essaie de garder cette humilité quand on débarque dans une organisation qui a des problèmes. On leur dit ouais, bah, on comprend pourquoi vous en êtes à ce stade-là, et c'est pas grave, on va s'en sortir ensemble, mais c'est pas, on n'est pas pour commencer à pointer du doigt les décisions du passé, parce qu'elles ont probablement été prises en bonne connaissance de cause. Est-ce que tu as des recommandations de lecture, fiction ou pas de fiction, des bouquins qui t'ont marqué, un bouquin qui t'a marqué récemment? Un bouquin qui m'a toujours marqué, c'est celui de Yves Morieux, Six Simple Rules. C'est un des top partners de BCG. Il est très axé sur l'organisationnel, très axé euh, sur la collaboration. Et c'est quelque chose qui me tient très à cœur. En gros, il résume comment favoriser la collaboration au sein des organisations et comment essayer d'en exploiter le plus euh, possible. Et donc, il établit 6 règles qui sont criantes de vérité de mon point de vue et qui sont très intéressantes. Donc, ayant travaillé pendant X années, cette personne-là, chez BCG, elle sait globalement de quoi elle parle. Mais c'est criant de simplicité et de vérité. J'apprécie beaucoup et je crois que c'est des petites règles que j'essaie de me rappeler de temps en temps quand je vois des conflits organisationnels, des problèmes d'interface, des problèmes de friction entre départements qui, je trouve, ont toujours marqué et que j'essaie de garder en tête pour essayer de favoriser la collaboration. Parce que ça reste quand même l'élément essentiel, c'est la collaboration, que ce soit nous avec nos clients, que ce soit nous, les clients entre eux dans leur département. Essayer de favoriser cette collaboration et ce sens de l'ownership et ce sens d'avoir la possibilité de faire quelque chose. Voilà. Donc je le conseille. C'est pas long,
très exemplifiées, avec des vrais projets qu'ils ont réalisés sur des hôtels, sur des chaînes d'hôtels, sur des problèmes de performance de chaînes d'hôtels, etc. Et chaque règle est écrite juste comme il faut, et donc c'est facile à retenir, et je trouve que ça permet de réfléchir à ce qu'on fait et d'essayer de se remettre en question aussi de temps en temps. Ah bah c'est top. Ah bah écoute, merci pour ton temps, Gauthier. Merci.